Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on en parle souvent ici, la politique monétaire, d'ailleurs souvent avec Guy de Lafortelle, la politique monétaire actuelle menée par Bruxelles, par Paris, nous entraîne dans une spirale de l'appauvrissement, un processus de numérisation qui pourrait également déclencher une surveillance de la population. D'ailleurs certains résultats sont déjà là, accumulation de la dette, dévaluation de l'euro causée par la surproduction de la monnaie, promotion effrénée de la monnaie numérique pour accélérer la fin du cash. Bref, sommes-nous encore dans une recherche du bien commun ? Pourtant, la fonction originelle de la monnaie, la question semble aujourd'hui assez rhétorique. Alors face à ce constat, on ne peut qu'encourager la volonté d'échapper à ce système. Et pourquoi pas la création de monnaies alternatives ? On en avait déjà parlé, on avait déjà dessiné les contours de ces possibilités de monnaies alternatives dans une précédente table ronde. Mais la création monétaire n'est pas une chose à prendre à la légère, tant par le cadre légal qu'elle implique que par la responsabilité que l'on prend vis-à-vis des utilisateurs. Et dernier exemple en date, dernier exemple qui a fait couler beaucoup d'encre et qui vous a fait beaucoup réagir, chers auditeurs, c'est vous qui nous avez demandé de réagir sur ce sujet. Peut-être souhaitiez-vous comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, c'est l'exemple malheureux d'Alexandre Juvin-Brunet, candidat malheureux d'ailleurs aux législatives également, ancien militaire aux Gilets jaunes et à l'Action patriote, que nous avions reçu ici à plusieurs reprises et qui a décidé de lancer sa monnaie, le franc libre, le 17 octobre sous forme de pièces et de billets. Et puis le 25 novembre, il a été placé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il été placé en détention provisoire ? Le sujet nous permet de mieux comprendre les principes et les limites de ces créations de monnaie. Pour en parler, nous sommes avec deux invités. Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume et vous avez publié sur votre chaîne YouTube notamment une vidéo concernant le cas pratique, on va dire, Juvin-Brunet. Et puis nous sommes également avec Valérie Bugot. Bonjour Valérie Bugot. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheuse indépendante, docteur en droit, analyste de géopolitique juridique, fondatrice du site internet revoludroit.fr et puis auteur de Les raisons cachées du désordre mondial et du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie, théorie de l'État, du peuple civil au peuple politique, aux éditions Sigest, tout comme d'ailleurs votre premier livre que j'ai cité. Alors, pour commencer peut-être, je vais vous donner la parole, Valérie Bugot, sur le principe finalement de la création d'une monnaie, parce que je crois que c'est aussi un projet que vous avez eu. Pourquoi avoir ce principe et ensuite, quelles sont les conditions et les difficultés qu'il faut remplir ? Alors déjà, je n'ai pas eu, comme Juvin-Brunet, les mêmes velléités de création monétaire et je suis loin de prétendre à créer, enfin en tout cas, publier ce genre de choses. En tout cas, il est certain qu'ayant réfléchi sur la réforme de l'État, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur la réforme monétaire, puisque les deux sont liés en fait. Une monnaie est liée à une nation, une monnaie est liée à un groupe qui s'organise de façon plus ou moins homogène et en tout cas qui peut échanger dans des conditions de sérénité, c'est-à-dire que la monnaie ne doit pas être considérée comme une marchandise, mais elle est en fait le reflet de la création de valeur ajoutée par le groupe en question et donc elle doit reposer sur des fondamentaux qui sont des fondamentaux collectifs. Ce qui ne me semblait pas tout à fait être le cas dans la monnaie que vous avez cité plus tôt, et puis dans les monnaies complémentaires auxquelles nous pouvons assister aujourd'hui, qui sont un peu des sauve-qui-peut par rapport à la débâcle qui s'annonce concernant la monnaie actuellement en vigueur. Oui, mais de toute façon, il est un peu normal que pour le moment, nous ne trouvions que c'est sauf qui peut, enfin ces monnaies complémentaires, puisque créer une monnaie nationale, de toute façon, est tout à fait impossible. On est bien d'accord sur ce principe-là. Absolument, puisque de toute façon, toutes les règles monétaires sont édictées par des instances qui sont finalement aux mains d'entités privées. C'est ce qu'on oublie un peu trop, mais en réalité, il faut, pour comprendre ça, s'intéresser à la création des banques centrales, s'intéresser à la création de la Banque des règlements internationaux et de toutes ces entités, supranationales ou internationales, qui en réalité sont contrôlées par des personnes physiques, quoi. Donc, tant que ce contrôle monétaire n'échappe pas à des intérêts privés,
il ne saurait être question d'avoir une monnaie digne de ce nom. Et quand vous comprenez qu'une monnaie circule sur un marché et qu'elle est soumise à des tensions de spéculation, il est impossible que la monnaie remplisse correctement son rôle de développement d'une société. Mais finalement, si on souhaite une réforme monétaire, d'après ce que je comprends de votre propos, il faut forcément commencer par une réforme politique, finalement. On ne peut pas commencer par la création de la monnaie. Absolument, les deux vont ensemble. En fait, la réforme de l'État pour retrouver un État qui soit un État politique et non pas aux mains d'entités économiques est corrélatif. En fait, les deux ne peuvent pas aller séparément. Donc, on ne peut pas créer une monnaie dans le cadre d'un État actuel qui n'est pas un État, qui est une entité déficiente pour organiser la vie collective. Alors, je vais vous donner la parole à Guy de Lafortelle, mais d'abord un rapide point sur les informations. Il est 8h pile sur Ligne Droite. Ligne droite. De la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Valérie Bugot, chercheuse indépendante, docteur en droit, analyste des géopolitiques, fondatrice du site revoludroit.fr et auteur notamment de ce livre de Nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie, théorie de l'État, du peuple civil et du peuple au peuple politique, aux éditions SIGES. Et puis nous sommes toujours avec Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. Alors, Guy de Lafortelle, je voudrais vous interroger tout particulièrement sur ce cas pratique, puisque vous l'avez déjà travaillé, celui d'Alexandre Juvin-Brunet. Je rappelle que lui a tenté de lancer le franc libre le 17 octobre sous forme de pièces et de billets, puis le 25 novembre, il a été placé en détention provisoire. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait d'Alexandre Juvin-Brunet le 19 octobre. Chers amis, bonjour. Je suis ici pour vous parler du franc libre, comme vous vous y attendez bien sûr. C'est notre projet principal actuellement, qui est, comme vous vous en rappelez, le premier instrument monétaire qui va nous permettre de réagir par rapport à une lutte que nous engageons face à un système. Les francs libres sont ici. C'est toute la gamme qu'on vous avait montrée, tout d'abord en projection graphique de concept, tout l'été, et qui dorénavant existe. Ici, tout ce que vous voyez ici n'est qu'un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. Nous vivons dans un paradigme matérialiste et un paradigme individualiste qui vous a fait croire que tout ceci est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un instrument qui est censé être utilisé tout d'abord pour vous libérer. Et ensuite pour que vous viviez en sécurité. Et enfin que vous puissiez vivre dans le bonheur. Ni plus ni moins. Tout ce qu'on vous a vendu depuis 233 ans est un mensonge. Alors, libération, sécurité, bonheur, forcément le franc libre donne envie. Malgré tout, il y a eu des erreurs de commises, Guy de Lafortelle. Oui, comme on entend dans l'extrait qu'il conçoit bien son franc libre comme un objet de lutte contre un système et de rébellion. Et donc, bien évidemment, quand on se met en opposition contre un État, il faut savoir un peu à qui on a affaire. Et donc moi, j'avais travaillé sur cette monnaie parce que mes lecteurs m'avaient demandé un peu ce que j'en pensais au mois de juillet quand ça avait été lancé. Tout comme nos auditeurs nous demandent aujourd'hui ce qu'on pense de cette situation. Donc c'est pour ça également qu'on tente de réagir et en même temps de prendre du recul sur cette affaire pour élargir la problématique. Et à l'époque, moi, j'avais regardé l'exécution du projet. Je m'étais absolument pas attaché au fond. J'avais regardé vraiment l'exécution. Et l'exécution était et est toujours défaillante et illégale. Et du coup, malheureusement, moi, je suis absolument désolé que Monsieur Juvin soit en prison aujourd'hui. Le projet était bêtement illégal. Maintenant, la loi est censée s'appliquer la même à tous et on peut se demander si vraiment il n'y a pas d'autres personnes qui auraient une place qui devraient aller en prison avant lui. Mais bon, ça souligne que les intentions ne suffisent pas et quand on arrive sur des questions aussi sensibles, aussi délicates que la monnaie, l'exécution est tout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de répéter depuis le début. Il suffit pas d'avoir des bonnes intentions, il suffit pas d'y aller avec beaucoup de courage, beaucoup de cœur, beaucoup de choses. Il faut savoir ce qu'on fait. Et c'est vrai que les questions monétaires sont des questions d'une très très grande difficulté, non seulement légale. Là, on se rend compte qu'il se retrouve en prison, mais aussi c'est pas du tout facile de concevoir. C'est extrêmement abstrait.
et donc, voilà, lui, il s'est pas mis dans les cadres légaux et on comprend pourquoi. C'est-à-dire que c'est vrai que en France, aujourd'hui, vous avez deux manières si vous voulez créer une monnaie. Soit vous créez une monnaie locale complémentaire, qui est un cadre précis, mais qui est extrêmement restrictif. Soit vous créez une crypto-monnaie. C'est les deux manières. Et bon, il s'est mis dans aucun de ces deux cadres-là. Et ce qui est intéressant, ce que moi j'ai noté, c'est en tout cas dans ce qui est ressorti dans la presse, parce qu'il y a pas eu beaucoup de communication officielle. Hein, c'est beaucoup passé par des journaux. Il n'y a pas eu je crois pas que le parquet soit exprimé. Je crois pas que Monsieur Juvin Brunet soit exprimé officiellement. En tout cas, il semblerait que ce qui est vraiment accéléré cette mise en détention, c'est le fait que les billets étaient imprimés et étaient en train d'être distribués. Et ça, c'est pas neutre, hein, parce que autant des comptes électroniques, ça peut toujours se saisir. Autant quand vous avez des billets qui sont en circulation dans la nature, une fois qu'ils sont partis, ils sont dans la nature, c'est très compliqué de les récupérer. Et on se rend compte un petit peu de l'importance des espèces. Et aujourd'hui, c'est a priori ce qui a fait paniquer les autorités, en sachant que, encore une fois, hein, le projet était assez mal monté malheureusement, et qu'ils avaient 1000 fois l'occasion d'arrêter l'expérience et de rembourser les souscripteurs beaucoup plus tôt et pas d'attendre ce moment-là. Après, si vous voulez, cette épreuve que traverse Monsieur Juvin, qui sait, je sais pas si les billets ont été saisis ou pas, mais si les billets sont encore en circulation, ils vont peut-être prendre une valeur maintenant à la hauteur de l'épreuve de Monsieur Juvin, parce qu'a priori, on sait que vous aurez plus jamais un billet imprimé dorénavant. Et je trouve ça assez étonnant qu'ils en fassent un peu un martyr en le mettant en prison. Il n'y avait pas besoin de le mettre en prison. Il a pas non plus, il a pas non plus fait quelque chose d'à ce point terrible par rapport à tous ceux qu'on laisse courir en France. Alors, pour précision, 300 000 francs libres donc ont été saisis par les autorités. Je vous remercie. Alors, dans ce qui est intéressant, donc vous dites finalement, aujourd'hui, on a le droit de créer les petites, je dis, mais les monnaies locales, les monnaies complémentaires et les crypto-monnaies. Et là, il y a eu un dépassement finalement, parce que c'était ni l'un ni l'autre. On est allé dans la création de monnaie pure et simple, une monnaie qui semblait avoir une vocation nationale. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie est possible, est autorisée et pas une monnaie billet, Guy de Lafortelle, enfin billet, cash, ouais. Parce qu'une crypto-monnaie, en fait, n'est pas une monnaie, c'est un jeton, et que en soi, ce qu'il faut bien comprendre avec les crypto-monnaies, c'est que vous pouvez créer une convention entre un groupe de personnes, et c'est là où ce que disait Madame Bugeaud est très important. C'est-à-dire qu'une monnaie, c'est quelque chose qui vient en soutien d'une nation, qui vient en soutien d'un groupe constitué et qui travaille à sa souveraineté. C'est régalien, en fait. Une monnaie est un tout à fait régalien. Ouais. C'est un des grands attributs de souveraineté. Et autant vous pouvez pas être souverain si vous vous occupez pas de votre question monétaire, autant vous pouvez pas vous occuper d'autres questions monétaires si vous n'êtes pas souverain non plus. Alors, mais en revanche, juste pour terminer, c'est-à-dire que si à un moment vous décidez que vous allez utiliser, on va dire, je sais pas, des billes ou des cigarettes comme monnaie, personne ne peut vous en empêcher. La seule différence, c'est quand vous prenez le problème principal, quand vous prenez les crypto-monnaies, si vous voulez les utiliser comme un moyen d'échange quotidien, c'est que, comme c'est un actif comme un autre, vous êtes censé payer des impôts quand elles se valorisent. Et donc, vous avez là une difficulté pour les échanges. Mais sinon, encore une fois, il faut bien comprendre que les monnaies, il y a quelque chose de là très archaïque, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi comme monnaie. Vous pourriez même, prendre des euros, mettre un tampon sur vos euros et signaler des euros particuliers comme ça. Oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, d'après ce qu'on comprend, d'après ce que vous dites tous les deux, finalement, le problème n'est pas vraiment dans la création de monnaie. Enfin, c'est une fausse réponse. C'est une fausse réponse immédiate. Il faut d'abord commencer par une réforme politique. Et là, on est un peu dans la question, oui, mais par où on commence, de l'œuf ou de la poule, puisque finalement, en même temps, la réforme politique se fait aussi par une réforme monétaire. Valérie Bugeaud.
Oui, alors je voulais revenir un peu sur la mise en détention d'Alexandre Juvin-Brunet. Oui. Je n'ai pas, moi, compris, entendu en tout cas, qu'il était mis en détention pour faux monnayage, hein. Donc il faudrait peut-être, avant de se prononcer, Pour attendre d'en escroquerie savoir en plus. bande organisée. Oui, mais enfin, l'émission monétaire, c'est du faux monnayage, donc c'est pas tout à fait le même cadre. Donc, il faudrait peut-être en savoir plus avant de se prononcer et Oui, il est accusé d'avoir utilisé en fait une partie des dons à des fins personnelles notamment. Donc, je ne vois pas ce que ça a en rapport avec la création monétaire. Je veux dire, c'est un tout autre sujet. La création monétaire devient finalement dans ce cadre-là. Je ne sais pas s'il est vrai. J'ai pas d'informations. Donc, mais on ne sait pas si ça a été, disons, L'élément déclencheur ou pas. Ouais. Non, on ne sait pas si ça a été le prétexte à autre chose, à d'autres malversations, ou si ça a été la finalité qui a justifié sa mise en détention. De toute façon, quoi qu'il arrive, la monnaie est comme l'a parfaitement dit Guy de Lafortelle, est une prérogative régalienne. Donc, tant que l'État est aux mains, je le répète, d'entités économiques, il n'est pas question de pouvoir générer une monnaie alors que eux détiennent les règles du jeu. Donc, de toute façon, de facto, ils sont dans l'illégalité. Pourquoi les crypto-monnaies sont tolérées ? Parce que c'est aussi une expérimentation in vivo pour pouvoir ensuite créer des monnaies. Parce que je répète que la crypto-monnaie, c'est une façon dématérialisée de faire circuler une monnaie. Une crypto-monnaie reste une monnaie. Donc, pour qu'elle ait les attributs d'une monnaie, ce n'est pas des crypto-monnaies privées qui peuvent avoir ces attributs-là. Par contre, ce sont des expérimentations qui peuvent montrer les failles du système, qui peuvent permettre d'améliorer de façon à ce que les États ensuite basculent sur des crypto-monnaies qui seront effectivement des crypto-monnaies d'État. Et nous sommes effectivement aujourd'hui dans ce cadre-là, puisque étant donné que la monnaie adossée au dollar est en train de s'effondrer, ils vont effectivement reprendre la main en imposant une circulation dématérialisée qu'ils contrôleront beaucoup mieux. Alors, pardon, là, on est toujours dans ces entités économiques. Oui. Les entités qui contrôlent l'émission et la circulation monétaire. Donc, c'est prétendument les États, les banques centrales, enfin, tout ça est contrôlé par une petite minorité de gens qui sont actifs derrière l'apparence de la formalisation étatique et juridique. Nous avons des entités privées et des intérêts privés derrière. Oui, alors je voudrais qu'on creuse un peu cette question, parce que d'un côté, on dit que la monnaie est un élément régalien, et de l'autre, que finalement, aujourd'hui, concrètement, d'après ce que vous nous dites, elle n'est pas régalienne, puisqu'elle appartient à des intérêts privés. Mais bien sûr, parce que tout a été subverti, y compris la notion d'État. Donc, à partir du moment où vous avez une subversion du concept et une subversion de la terminologie, l'État n'est plus une entité publique, une entité politique, mais une entité aux mains d'intérêts privés qui donc édictent les règles en fonction de l'avènement de leurs propres intérêts. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors est-ce qu'on peut nommer ces institutions, ces entités économiques qui sont visiblement, qui prennent la place des États ? Clairement, au centre, ceux qui contrôlent toute l'activité économique et la manifestation juridique des entités économiques, des entreprises et autres, ce sont les banquiers. Et ça, je l'explique dans tous mes travaux. Il faut remonter à la création des banques centrales pour le comprendre. Toutes les banques centrales ont été initiées par des intérêts privés et elles ont d'ailleurs premièrement pris la forme privée. Ensuite, elles ont été nationalisées, étatisées. Mais que signifie une banque centrale nationale alors que la nation elle-même n'existe pas et que l'État est aux mains des entités économiques. En fait, tout ça tourne en rond. On ne pourra jamais sortir de la problématique politique quand on parle de monnaie. Eh oui, mais en même temps, on ne peut pas sortir par la monnaie. Non, on ne peut pas sortir alors on sort comment ? Non, là, c'est une prise de conscience citoyenne qui doit se faire et une réappropriation étatique autour de la notion de nation. Nation, c'est un groupe qui fonctionne ensemble de façon plus ou moins homogène, qui est organisé, qui est cohérent et qui est performant. Guy de Lafortelle, à ce sujet, comment voyez-vous une possible réappropriation monétaire ? On doit de toute façon commencer par une refondation de la nation. Est-ce que, en attendant, ces monnaies locales ou complémentaires peuvent aider ou peuvent être un bon instrument à la mise en place de cette nouvelle État-nation ? Je ne sais pas. Comment vous voyez les choses, vous ?
Il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que les monnaies, l'euro, les grandes monnaies régaliennes, sont extrêmement dégradées aujourd'hui et présentent des risques très importants, aussi bien que de dépréciation. L'euro s'est quand même très fortement déprécié récemment, et avec l'euro numérique qui arrive, on se demande même si l'euro est encore une monnaie. On en a déjà parlé. Et du coup, pour un tout à chacun, un particulier, la question se pose de dire, mais est-ce que vraiment, quelle part de mon patrimoine je peux conserver en patrimoine financier en euros? Et donc, il y a une question très importante aujourd'hui qui se pose de démonétiser une partie de son patrimoine et de le reconvertir en actif réel et de le sortir de cette fiction financière qui est en stade terminal. Donc, pour être concret, Guy de Lafortelle, investir par exemple dans l'immobilier. Dans l'immobilier, dans de la terre, dans tout un tas de choses qui sont réelles. Sauf que l'immobilier aujourd'hui est surtaxé en France. Oui, l'immobilier est surtaxé en France, mais maintenant, il y a quand même des opportunités. Il faut faire attention, le marché de l'immobilier bouge en ce moment assez fort, mais même sur des choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire que sur tous les moyens de subsistance, sur vos moyens de de se remettre dans le réel. Ça, moi, je passe mon temps à travailler là-dessus, que ce soit mais ça, c'est peut-être pas l'objet de cette table ronde. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, il faut accepter que si on veut repartir sur un nouveau système, il faut commencer par purger l'ancien. Et on va pas réussir vraiment à savoir quel est le prochain système fonctionnel dans lequel on va pouvoir se reconstruire tant qu'on n'aura pas purgé celui-là. Et alors, bien sûr, vous pouvez dire qui suis-je pour purger ce système-là? Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer par parce qu'une monnaie, c'est jamais quelque chose qu'on utilise. Et si demain, une population arrête d'utiliser une monnaie, cette monnaie cesse d'exister immédiatement. Mais comment vous faites pour arrêter d'utiliser une monnaie si vous n'avez pas de monnaie alternative? Mais il y a pas. Alors, en fait, le problème, c'est de croire. Ça a été la grande erreur de Monsieur Juvin, c'est de croire qu'il fallait remplacer une monnaie souveraine par une autre. Le problème, c'est que il peut y avoir plein de stades monétaires entre les deux. Vous pouvez soit déjà, ce qui se passe généralement dans les pays, alors c'est pas la France, mais dans les pays qui rentrent en grave crise, généralement vous avez le dollar qui prend le dessus à un moment. Vous avez des pays où tout d'un coup on se met à payer ses impôts en dollars parce que plus personne n'utilise la monnaie d'État. Alors, pas sûr que le dollar soit également une référence en ce moment. Non, c'est pas... faites attention, parce que mais oui, le dollar a les mêmes problèmes que l'euro, au fond, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez ces pays où le dollar, tout d'un coup, devient une monnaie quasi légale, puisqu'elle est même accédée pour les impôts, ça, c'est personne qui l'a décidé, c'est les populations qui, à un moment... l'ont imposé, mais sans qu'elle se soit concertée. Et donc aujourd'hui... Vous pensez à quel pays là? Par exemple la Grèce ou non? Au Zimbabwe. Ah oui. Au Zimbabwe, à un moment, les autorités, parce que ce qu'il faut très important, c'est ce qui confère la puissance à l'euro, c'est que vous êtes bien obligé de payer vos impôts en euros. C'est le truc le plus important. Si demain vous êtes plus obligé de payer vos impôts en euros, vous allez pouvoir réfléchir à plein d'autres choses et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement accepter des paiements en tout ce que vous voulez. Le nerf de la guerre, c'est de payer l'impôt pour une monnaie comme ça. C'est le lien avec la souveraineté. C'est-à-dire que vous pouvez repartir sur du troc. Vous pouvez. Moi, je trouve que nous vivons dans une société où nous monétisons beaucoup trop nos échanges et que nous pourrions aujourd'hui faire des échanges qui n'ont pas besoin d'être monétisés. Première chose, on n'est pas obligé de remplacer un usage monétaire par un autre. On n'est pas obligé... On peut remplacer un service par une baguette de pain, par exemple. Oui, on peut s'échanger des choses, exactement. Et puis aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça monte tout doucement, mais dans les jeunes générations, vous avez énormément de gens qui travaillent très sérieusement à avoir le moins besoin de monnaie possible et qui vont tout faire par l'entraide, par l'échange, par la récupération, et ces choses-là, c'est très important, c'est très fort. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des échanges en monnaie d'or et d'argent physique. Vous pouvez avoir tout un tas de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un petit peu des grands cycles, mais sur des très longues périodes, entre des monnaies type fiduciaire, des monnaies qui vont reposer sur la confiance d'un grand groupe constitué, ou d'un tiers de confiance en l'occurrence, et des monnaies qui, elles, ne vont pas requérir la confiance, qui vont être des monnaies métalliques, l'or un peu moins en tout cas. Et donc vous avez cette fluctuation où là, a priori, ce qui est certain, c'est qu'il y a un moment dans les 10, 20, 30 prochaines années, on va revenir à un étalon or.
très probable, ou en tout cas, on va revenir à un étalon de matière première. À mon avis, l'or, c'est le plus simple. Et après, la deuxième chose qui se passe généralement, c'est que vous avez aussi une fluctuation au niveau des échelles, et que probablement que on va revenir à des échanges à des échelles beaucoup plus petites. Et c'est là où les monnaies locales complémentaires sont pas inintéressantes. C'est-à-dire qu'une ville, c'est aussi un petit groupe constitué et pendant des siècles, vous aviez plein de cités qui avaient leur monnaie et ça marchait très bien. Ça, après, il y a il est probable en fait que entre le moment où vous avez une crise monétaire au stade dans lequel on est et le moment où vous avez autre chose qui apparaît, vous avez une concurrence monétaire qui s'installe. Et la concurrence monétaire n'est pas nécessairement mauvaise en soi. C'est une question qui est difficile, encore une fois, qui bien évidemment n'est pas souhaitable quand vous avez un État qui est fonctionnel et qui est fort. Mais quand vous avez un État qui est en décrépissance, c'est peut-être pas mal d'avoir une concurrence monétaire. Sans compter le fait qu'une monnaie locale soutient finalement l'économie locale. Donc, ce serait très intéressant pour la délocalisation notamment. Alors, Valérie Bugeaud. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, je dirais que oui, ça c'était pour le monde d'hier, mais aujourd'hui on est quand même une économie qui a été fortement intégrée au niveau international, et donc une économie à l'échelle d'une ville ne sera pas très pertinente dans la mesure où la ville... C'est la question que je souhaitais vous poser. Et ne peut en aucune façon être autosuffisante. Même les États ne sont quasiment pas autosuffisants en matière économique. Donc je pense que l'intégration internationale a bouleversé un peu les schémas de réflexion. Mais sauf Valérie Bugeaud, si on voit les choses autrement et qu'on se dit que qu'une forme de relocalisation serait possible. Et là, pour relocaliser, il faut déjà un minimum de souveraineté, et en particulier au niveau énergétique. Donc, il y a des conditions pour ça. Bien sûr qu'on peut le faire, mais à condition que les conditions soient réunies. Et aujourd'hui, en fait, tout est fait pour nous éloigner de ces conditions-là. Donc, je ne vois pas très bien... On voit bien la crise énergétique en cours. Oui, tout à fait. Et pour ce qui est de l'adossement des monnaies à l'or en cours, je pense que c'est déjà le cas pour ce qui est du yuan, pour les monnaies chinoises, et y compris russes, et tous les États qui souhaitent retrouver une certaine indépendance. Mais ça ne sera pas, peut-être pas au sens où on l'entendait avant, où la monnaie sera corrélée par l'or, par la quantité d'or. Il peut y avoir d'abord d'autres matières premières, effectivement, et pas seulement des matières premières métalliques. Il peut y avoir des matières premières en matière alimentaire, par exemple. Une monnaie peut être adossée à quantité de choses, en réalité. Et je pense que c'est cet adossement qui est le plus important et sur lequel on doit travailler quand on cherche à corréler une souveraineté nationale par une monnaie, par une souveraineté nationale. Et Valérie Bugeaud, pour finir, le message que vous passez à nos auditeurs, et puis plus largement, on va dire à tous les citoyens français qui nous écoutent. Aujourd'hui, on comprend qu'on a perdu la souveraineté monétaire. Quel est aujourd'hui le conseil que vous nous donnez, finalement? Par où commencer? Que doit-on faire, nous, à l'échelle citoyenne? J'ai pas vraiment de conseils à donner. Moi, j'ai développé tout un concept de renouvellement de l'État, qui est un renouvellement pour réapproprier en fait le sens politique du groupe autour parmi tous les gens qui habitent sur un territoire. Et ça, c'est tout le projet Révolu Droit. Donc j'invite, si j'ai un conseil à donner, c'est d'aller visiter Révolu Droit et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'un État, se poser des vraies questions. Est-ce qu'un État doit être aux mains d'entités économiques, ou est-ce qu'un État est un élément politique, c'est-à-dire au-dessus des entités économiques? Parce qu'à partir du moment où vous mettez les entités économiques au-dessus de l'État, ça veut dire que la capacité à légiférer, à imposer des normes à tous, est dans des mains privées. Donc c'est ça qui pose problème. Bien sûr. Eh bien, c'est un très bon conseil, ça. Guy de Lafortelle, votre dernier conseil pour finir cette table ronde? Moi, je vais le répéter. C'est que allez sur l'investisseur sans costume. Alors, c'était pas ce que j'allais dire, mais oui, allez sur l'investisseur sans costume. Non, aujourd'hui, c'est attention à l'euro et réfléchissez à démonétiser le patrimoine et avoir des choses et en actifs réels et en biens aujourd'hui, en biens de subsistance. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'investir pour produire votre propre énergie aujourd'hui, c'est pas le truc le plus bête du monde. Oui, c'est vrai. Votre propre nourriture, ou d'investir directement dans des parts de société sans passer par des actifs boursiers, des actifs bancaires. Vous pouvez aussi être détenteur de parts de société en direct. Tout d'un
un tas de choses. Donc moi, c'est vraiment réfléchir très fortement là-dessus et sur les usages monétaires. C'est vrai que ce que disait Madame Bugeaud en disant la monnaie à l'échelle d'une ville, mais on est trop intégré. C'est vrai, mais maintenant vous avez des circuits courts qui se développent et voilà, ça soutient des circuits, ça soutient deux choses, les monnaies locales, ça soutient les circuits courts et ça soutient les politiques des villes. Voilà. Mais le plus important, encore c'est que faudrait-il qu'il y ait des politiques au niveau de la ville, puisqu'on voit que maintenant ils ont de moins en moins de pouvoir également avec les. Bien Mais bon, sûr. ouais. les seuls endroits où ça marche à peu près, c'est les endroits où les villes s'y mettent à fond. Oui, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait une forte volonté. Non, ça marche pas vraiment. Et donc voilà. Et voilà. Pardon. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'est absolument passionnant. Je pense que c'est une table ronde à suivre. Merci Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. Merci à vous Valérie Bugeaud. Je rappelle votre site internet révoludroit.fr, donc que nous conseillons à tous nos auditeurs. Et puis ce livre qui est en lien direct avec notre table ronde, du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie, théorie de l'État, du peuple civil au peuple politique, aux éditions SIGES. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.